Salut à tous. Le projet avec le Thunder d'OKC est vraiment intéressant et moi il me passionne. Ici je vais vous proposer ce que j'ai fait dans la partie à l'été 2021 ainsi que le début de saison 2021-2022, la mise en place, les premiers matchs pour un effectif avec lequel j'avais terminé la saison. On se souvient que Chris Dunn avait été récupéré en échange de contrats expirants et il m'intéresse pour de vrai. On a évidemment un effectif qui est tourné autour de Shai Gilgeous-Alexander, qui est notre maître à jouer, notre franchise player, disons-le clairement. Tony Snell est en fin de contrat. Alors Ford, il va nous rester une année plus une en option. Bazley est encore à développer. Pokusevski, je ne m'en séparerai jamais, puisqu'il est très très prometteur. Azubuike a été récupéré comme ça aussi du Jazz. Mine de rien, ça pourrait être une bonne pioche, à voir. Il y a quelques retraités. L'objectif, en vérité, de l'été, là, c'est de se renforcer, mais pour jouer quelque chose sur l'année qui vient. J'aurais pu être dans une partie où on tank pendant 2 années, mais ça peut pas être le cas, pour une raison très simple, c'est que on n'est pas propriétaire du tour de draft, du premier choix de draft du Thunder. On n'en est pas propriétaire pour 2022. Donc forcément, il faut se débrouiller à l'été 2021 pour être compétitif. En fait, mini parenthèse, pendant qu'on voit défiler les habituelles première petite séquence là, de l'intersaison. Première parenthèse, il est aux Hawks, notre premier tour 2022. Et normalement, dans la vraie vie, le Thunder le possède. Mais là, dans le jeu, pour une raison qui est liée à Touquet et à leur manière d'avoir organisé les choses, nous ne l'avons pas. Donc c'est pour ça que je me suis adapté, je n'ai pas voulu tricher. Attention, très important, la loterie. Qu'est-ce qui va se passer à la loterie ? Déterminant et pas forcément avantageux. On va hériter d'un 4e choix, j'ai envie de dire seulement, parce qu'on avait fait le boulot pour autant. On avait bien tanké, solide. On était, je crois, 2e pire équipe de la ligue, derrière les Pistons. Et ben, les Bulls nous sont passés devant, ainsi d'ailleurs que les Wizards. Donc, ça, c'est un élément qu'on ne maîtrise pas. C'est l'aléatoire. Bon, le staff, je le reconduis. Ça, c'est l'aléatoire. On ne peut pas y faire grand-chose. Si évidemment on peut recharger, mais c'est pas mon propos, vous l'avez compris. Ici, j'ai pas envie de recharger. L'intérêt pour moi de la partie, c'est de prendre les choses telles qu'elles viennent. C'est pas de commencer à tricher. Allons-y. Très embarrassant en plus de pas avoir le premier pick parce que Cade Cunningham, il m'intéressait, mais je vous en avais déjà parlé. Il m'intéressait de ouf, l'ami Cunningham. On va voir. Est-ce qu'il y a moyen de le récupérer dans un trade ou est-ce qu'on va devoir aller chercher quelqu'un d'autre ? Regardons déjà qui a été pris en 2, c'est Jalen Green pour le compte des Wizards. Alors pourquoi pas, Jalen Green, joueur excessivement intéressant. C'est un prospect dont on peut entendre parler ici et là. Très intéressant. Me surprend un peu que les Pistons aillent chercher comme ça un ailier. Fut-il talentueux, Terrence Clarke est talentueux, mais est-ce que ça valait un pick 3 ? Je n'en suis pas tout à fait convaincu, parce qu'il y a du monde dans cette classe de draft 2021, et mon choix va se porter sur déjà, est-ce que on peut aller négocier avec les Bulls pour aller récupérer Cade Cunningham ? Voilà, ça c'est là la première question. Donc j'offre évidemment mon pick 4, mais il va falloir donner quelque chose en plus. Donc le quelque chose en plus, il va falloir qu'on l'ajuste nous-mêmes. Vous voyez ici, je propose le choix numéro, je crois que c'est le choix numéro 32, c'est un 2e tour, plus 2 deuxièmes tours. Et en fait, on fait une contre-proposition. C'est vrai qu'en fait, ils sont ouverts à la négociation. Je rappelle que Cunningham joue ailier, même s'il est assez polyvalent, c'est un joueur très intelligent, c'est un gros QI basket. Mais l'offre, elle est désavantageuse pour Chicago. Ils me donnent un premier tour. Ils n'ont pas à me donner un premier... Du coup, ça m'a découragé de le faire parce que j'estime que je profite du jeu. En fait, je triche en quelque sorte en profitant d'une offre trop bonne et là, je voulais pas. Je voulais pas parce que on le sait tous, en My League, il y a moyen vraiment de
de trichouiller, mais copieux avec les tours de draft, les échanges, profiter de la naïveté de l'IA, etc. Bon, c'est pas mon propos, j'ai envie de non pas faire un truc réaliste, parce qu'on sait très bien que ce sera jamais réaliste dans un jeu, on n'est pas en réalisme, mais en tout cas faire un truc qui pourrait éventuellement se comprendre et qui pourrait éventuellement se passer. En l'occurrence, choix 4, Evan Mobley. Il est vrai que on a Azubuike sur le poste 5, et d'ailleurs, je fais jouer Horford en 5, mais Evan Mobley, c'est intéressant. Alors, je vous ai fait une mini-fiche de Evan Mobley. Il est, honnêtement, à ce stade, il est pronostiqué environ top 10. Est-ce que ça intégrera le top 5 ? Je peux pas le dire. Personne ne peut le dire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il est regardé de près, quand même, par les scouts. Hein. Tout comme d'ailleurs BG Boston, qui sera ensuite sélectionné par les Hornets en 5. Alors, Will Richardson, je vous avoue, par contre, lui, je ne connais pas. Hein, donc, on sait que parfois, dans les classes de draft créées par la communauté, on a des joueurs, certains sont saupoudrés au milieu, en fait, qui sont pas réels en fait, hein, d'accord. Donc autant Jalen Johnson, je pense qu'il existe, et puis les 4 précédents aussi, ou même les 5 avec BG Boston. Autant le choix 6 là, j'ai des petits doutes, mais peut-être qu'il existe en fait. Hein. Je connais pas encore toute la classe hein, à ce stade-là de draft 2022. Zaire Williams, lui, je pense qu'il existe. Il est pris ici par les Spurs, qui ont fait une année un peu mauvaise et qui donc se retrouvent ici à drafter assez haut. Et on a évidemment, avec OKC, un autre choix, top 10, toujours top 10. Et là, écoutez, puisque je visais l'ailier Kate Cunningham, bon, polyvalent, mais ailier, et que j'ai pris un pivot, bah, mon choix va se porter sur quelqu'un. En plus, la comparaison, si on me parle à moi de Robert Horry, on me fait rêver, parce que Robert Horry, c'est quelqu'un que j'ai connu, mais il m'a ébloui, je veux dire, toute sa carrière, je l'ai trouvé somptueux, Robert Horry, depuis les Rockets jusqu'à la toute fin. Donc, c'est sûr que si on me le compare à Robert Horry, j'ai tout de suite envie de le prendre. Il s'appelle pas Cunningham, d'ailleurs, dans la réalité, il s'appelle Kuminga. Et il a une particularité, ce jeune homme, c'est qu'il se développe en G-League, il n'est pas à l'université. Alors vous allez me dire, la G-League n'a pas encore commencé. Il y a de grosses incertitudes vu la situation sanitaire, entre guillemets, il y a de grosses interrogations sur le fait que cette G-League ait lieu. Ouais, c'est vrai. Mais n'empêche que Jonathan Kuminga, il est dans une équipe de développement offerte aux jeunes prospects, comme ça. Il joue en G-League, donc. Il joue avec... il y en a d'autres... vous verrez, par exemple, Asia Todd, par exemple, aussi, il fait partie. C'est un Congolais. Moi, le profil athlétique, le profil ailier qui peut éventuellement se décaler, je trouve ça intéressant. Parce que un joueur athlétique, vous pourrez toujours en faire un bon défenseur un jour ou l'autre, ou correct au moins. Donc, voilà. Je peux avoir de l'espoir. Mais il va pas falloir qu'on mise tout sur lui à ce stade-là, hein, ça va de soi. Et là, c'est un peu plus tard, c'est mon choix 32, puisqu'on a 3 choix hein, dans cette draft. 3 choix, donc tout début de deuxième tour. Je vais essayer d'aller comme ça chercher un autre extérieur, donc arrière-ailier, faut être franc. Alors celui-là, Jonathan Kunnert, il n'existe pas. Il n'existe pas, c'est un joueur inventé par le jeu. Mais voilà, je voulais un peu aller chercher comme ça aussi un troisième joueur prometteur, parce qu'on a moins d'espoir sur Kunnert que sur Kuminga ou sur Evan Mobley. Hein. Mais a priori, alors après le verdict, à ces moments où on tremble, alors, quel est le potentiel ? Pour Mobley, il est excellent. Excellent potentiel. On peut en faire un 5 un peu Karl Anthony Towns dans l'esprit, je dirais, un peu all-around. Ça pourrait être intéressant. Jonathan Kuminga a encore du potentiel à développer. Il sort à 77, c'est un bon joueur déjà. Avec là encore une belle polyvalence. Donc
Je suis content de mon choix, a priori, pour un choix neuf. Kuminga, on en parle comme un potentiel top 5, hein, IRL. Hein. Donc on ne sait pas, mais c'est pas un mauvais joueur en tout cas. Hein. Jonathan Kennert, en revanche, je mettais peut-être moins de potentiel, même si, attention, le scout peut aussi nous mentir. J'ai pas un scout A+, hein, donc il peut aussi se tromper dans l'évaluation. Hein. Mais bon, au pire, on aura échoué sur un choix là de deuxième tour. Bon bah, c'est dommageable, mais en même temps, je vous assure que j'ai fait le tour de la question et j'ai vraiment rien trouvé de mieux, quoi. A priori. A priori. Donc, les options, le temps des options est arrivé. Il est évident qu'on prolonge celle de Gilgeous Alexander. Dunn refuse son option joueur. Il va falloir qu'on s'occupe de le prolonger. Et Hill, on me conseille de la refuser. Non, je vais l'accepter. George Hill va nous servir probablement de monnaie d'échange dans pas très longtemps. Et pour ce qui est de Darius Bazley et de Luguentz-Dort, évidemment qu'on active les options équipe parce que ces deux-là doivent faire partie du projet. J'aime bien Luguentz-Dort. Il me plaît. Il me plaît avec ses petites caractéristiques un peu chien défensif. Là, ça me plaît pas mal. En revanche, je ne ferai de proposition pour la qualifying offer qu'à Hamidou Diallo. Je laisse TJ Leaf de son côté et je laisse également Justin Jackson qui ne m'intéresse guère de par son profil un peu trop tiède hein, par rapport à ce que je pourrais vouloir. Je préférerais avoir des ailiers ou des ailiers forts qui ont un profil un peu plus tranché. On va voir ça juste après. Donc un peu plus tard, on est au moratoire. Je renonce évidemment à quelques cap hold pour certains de mes joueurs parce que au final je compte pas vraiment sur eux, donc il n'y a aucun intérêt à les conserver dans le cap hold. On va avoir pas mal de cap space disponible et on va s'occuper de prolonger celui qui devrait être le grand frère de Théo Malédon dans mon projet en tout cas. Le grand frère de Théo Malédon, ce sera donc Chris Dunn qui lui va hériter d'un contrat, voilà, vous avez vu, je lui ai mis 3+1, 3+1 progressif, voilà, 5 millions, 6 millions plutôt, voilà, bon, on est dans des zones qui sont assez raisonnables, voilà, on va le faire j'aime bien les contrats non évolutifs pour certains joueurs, un petit peu moins de 6 millions l'année, je trouve que ça va être une très bonne affaire. De toute façon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que ce type-là est un de mes chouchous et donc je n'ai pas résisté. Pour moi, il y avait une vraie opportunité à le prendre. Et on va s'occuper du coup de monnayer l'année de contrat expirante de George Hill. On va essayer de la monnayer pour aller chercher un joueur qui puisse nous apporter quelque chose. Oh, tiens, voilà quelqu'un. C'est Justice Winslow, en échange de George Hill et d'un tour de Miami, mais qui est en loterie protégée. Et pour 2023, Miami en 2023 sera encore a priori assez fort. Butler sera encore là, Adebayo sera au sommet, Tyler Hero aura progressé. Pour moi, c'est une bonne affaire de lâcher Hill expirant plus un premier tour, mais pas majeur, contre Justice Winslow, qui est aussi expirant, donc il faudra aussi s'occuper de le prolonger, ce qui peut expliquer que les Grizzlies le laissent partir. Et un petit peu plus tard, à la Free Agency, je pense qu'il faut entourer avec quelques vétérans. Je vais donc aller chercher quelqu'un qui va essayer de me mentorer un peu tout le secteur intérieur, là. Il va se choisir un poulain et il va le mentorer, on verra un peu plus loin. C'est Dwight Howard, qui a déjà sa bagouze, pas de problème. Donc, à partir de là, je vais le chercher. C'est pas trop cher, mais en même temps, de l'argent, on peut en donner. Parce que j'ai beaucoup d'argent à distribuer. Évidemment, sur des contrats courts, il est hors de question d'envoyer sur des contrats longs. Mais on va aller chercher comme ça des petits vétérans. Et notamment également... Mais là, c'est pour les insignes. Hein. Vous avez vu, il a encore 18 insignes, J.R. Smith. Donc là, c'est vraiment pour être au tout bout du banc. Et pour s'occuper d'un jeune et essayer de lui développer quelques insignes. Le mentorat sur NBA 2K dans My League, ça marche très bien.
Donc je vais chercher comme ça J.R. Smith. Je ferai aussi une offre à Jalen Horde qui m'intéresse aussi en tant que développement. Hein. On verra sur 2 ou 3 années comment est-ce que le français Jalen Horde peut évoluer. En tout cas, moi, il m'intéresse. Parce que on sait très bien qu'à la moindre blessure, il y a besoin comme ça d'avoir un peu des gens derrière, pas trop forts, mais qui puissent quand même tenir la place dans le roster. Donc il est pris dans ce sens-là. Amidou Diallo, a priori, et Mike Muscala, je ne vais pas conserver. C'est peut-être un tout petit peu dommage pour Diallo, mais bon, non, je crois qu'il faut vraiment se résoudre à l'évidence. Il n'a pas assez évolué pour qu'on le conserve. Progression des joueurs, ça c'est une bonne surprise. Parce que non seulement SGA va prendre 3 points pour monter à 87, ce qui est excellent, mais on n'est pas surpris. Autant Malédon va progresser dans sa première année, et ça fait bien plaisir pour Malédon. Donc excellent. Je vais en faire mon meneur titulaire. Et Dunn sera son grand frère sorti de banc. Dunn, je pense, a récupéré d'une blessure. Pour ça qu'on voit cette petite hausse de notes. Lugensdort a mine de rien pas mal bossé. On a également la belle progression de Pokusevski, qui a dû avoir un entraînement qui a dû bien convenir, parce qu'en l'occurrence, il garde encore pas mal de potentiel, mais il monte à 78, ce qui en fait déjà un beau joueur. Je pense que dans le projet, Pokusevski va être titulaire en 4 pendant l'année qui vient, et Bazley sera utilisé en sortie de banc avec un vrai temps de jeu. En tout cas, c'est ce que je pense faire, parce que faire un choix entre les deux, mais je pense que Pokusevski donne un peu plus de spacing tout en ne nous pénalisant pas trop en défense. Mais j'aime bien Bazley, hein. On n'a pas dit qu'on va virer Bazley du tout. Hein. Donc voilà. Après les vieux, ils ont forcément régressé, mais c'est pas grave. Je les ai pris pour leurs insignes et pour le fait de mentorer, je les ai pas pris. Puis dans une petite logique, vous savez, c'est amusant de se prendre au jeu et de dire, voilà, tu prends quelques anciens pour entourer un peu. Voilà, bref, vous m'avez compris. On va ensuite s'occuper des camps d'entraînement, toujours intéressant. Alors, initiation au basket, j'aime bien, parce que ça apporte un petit surplus de notes dans quelques secteurs. Vous voyez, tir, passe, soutien défensif, défense extérieure, défense sur pick and roll, qui sont assez appréciables. Donc, je prends pour Théo. Ensuite, ouais, Théo, c'est con, il a le numéro 11, et j'ai toujours... À chaque fois, j'oublie de lui changer son numéro, mais il faudra que je le fasse pour l'épisode prochain. Donc, ensuite, on va prendre de la défense intérieure pour l'ami Pokusevski, parce qu'à terme, on a un peu l'objectif Porzingis, on va dire, pour ce gars-là. Donc, défense intérieure, ça peut pas faire de mal. Il va être parfois opposé à de bons postes 4. Je pourrais aussi même des fois jouer en small ball et le mettre poste 5 avec des arrières ailiers autour ou des meneurs. Donc ça peut être utile d'avoir un peu de dissuasion et un peu de résistance à l'intérieur. Et puis après, évidemment, on va pas se priver. Qualité athlétique pour Gilgeous-Alexander, qui n'en a pas non plus. Il n'a pas une note démente en qualité athlétique. Donc c'est bien de le booster un peu à ce niveau-là. Surtout qu'on sait que ça sera perdu immédiatement à la première blessure un peu sérieuse. Hein. Donc attention, les blessures, elles impactent. Hein. Elles impactent énormément. Et on peut ainsi passer à la mise en place du roster pour la saison qui vient. Alors, première chose, oh là là, Lakers d'entrée, ça promet. Hein. Ça promet. Alors, première chose, évidemment, que je vais faire tout de suite, c'est aller m'intéresser à la mise en place d'une rotation avancée. Donc, on va démarrer avec Malédon, avec SGA, Winslow, évidemment, pour défendre au poste 3 et aussi profiter de ses qualités multiples. Alors, Ford
démarrera au poste 5, mais il y aura une rotation qui sera assez éclatée, c'est volontaire de ma part, puisque 3 joueurs vont occuper alternativement le poste 5. Ce sera Al Horford, puis à d'autres moments Mobley, puis Dwight Howard et Azubuike. Donc 4 joueurs en fait. 4 joueurs, on va éclater les minutes. Les jeunes n'ont pas besoin de jouer énormément, il faut juste qu'ils jouent un peu. Et Al Horford, au stade de sa carrière où il n'y a pas besoin non plus de le faire jouer énormément. Après, évidemment, ce que je vous avais dit là par rapport à ma situation des meneurs, c'est que voilà, on va faire jouer Malédon une bonne partie du temps, 27 minutes. On va donner à Dunn aussi des minutes importantes pour notamment finir le match. Ça me paraît important pour le moment, peut-être qu'on évoluera. Et voilà un peu ma première rotation. Elle peut évoluer. Kuminga a des minutes. Dort n'en a peut-être pas autant que ce qu'on aurait pu espérer, mais c'est comme ça. Je fais terminer les matchs à Bazley, etc., etc. Ensuite, qui sera le mentor de Pokusevski? Et bien évidemment, ce sera Al Horford comme la saison précédente. Et on voit déjà que certains insignes ont apparu grâce à la progression du joueur d'une part, mais aussi grâce au mentorat. Vous voyez, mur de briques par exemple, eh ben, c'est grâce au mentorat de Al Horford. Donc c'est intéressant. Et en plus, ça marche ce truc-là. Howard sera le mentor de Evan Mobley. Et évidemment, sur mur de briques, sur rebondeur insaisissable et sur plutôt déménageur. J'aime bien déménageur, mais on va être plutôt sur spécialiste du pick and roll, parce que c'est quand même important à ce jeu. Le pick and roll est très très rémunérateur. Donc si on peut gratter un petit insigne, ça peut sauver bien des situations manette en main. Ensuite, le grand frère qui s'occupe de Théo. Bah écoutez, Dunn n'est pas un vétéran vraiment ancien, mais déjà ça fait monter un petit peu la jauge pour ce qui est du fait de gagner quelques insignes. Donc de toute façon, j'avais pas de vétéran pur au poste 1. Et en revanche, Kuminga va être confié entre les mains expertes de J.R. Smith pour ce qui est de choper des insignes plutôt de scoreur. Hein. Kuminga, je le verrais bien sur le long terme en sortie de banc, tout comme Bazley, et qui apporte du scoring. Voilà, ça c'est un truc, en tout cas c'est un peu l'idée que j'ai là à ce moment-là. On sait que ça évoluera encore. On a juste l'entraînement collectif. On était en défense l'année d'avant. Et bien cette fois-ci, on va oser passer en équilibré pour bosser donc de manière équilibrée dans tous les secteurs du jeu. J'estime que défensivement, on tient probablement déjà un peu la route grâce aux joueurs qui composent ce roster. Il ne faut pas négliger le côté offensif, bien évidemment, et on va s'occuper ensuite de l'entraînement, en tout cas l'entraînement pour ceux pour lesquels ça n'avait pas encore été attribué. Voilà, en l'occurrence, ici, par type de joueur, bien évidemment. Ailier, polyvalence, ça c'était pour Justice. Pokusevski est déjà servi, puisqu'il était déjà dans l'effectif. Al Horford est un vétéran, nul besoin de s'y attarder. Chris Dunn doit être entraîné sur de la polyvalence au poste de meneur pour essayer de développer des qualités qui ne sont pas que celles naturelles de Dunn, à savoir athlétique, défensif, par exemple, même s'il a un peu de création, je trouve aussi, pour l'avoir vu jouer, mais faut développer des qualités qu'il n'a pas forcément toutes. On prend également un ailier polyvalent pour Kuminga, et on va également ensuite s'intéresser à Evan Mobley, pour lequel un profil polyvalent me paraît nécessaire. Il faut aller sur du profil polyvalent avec ce gars-là, pour qu'il soit vraiment développé dans tous les sens. Je préfère ça plutôt qu'en faire un role player. Donc, a priori, en tout cas, pour ce qui est de Azubuike, eh bien, écoutez, là, lui, il va plus être développé en tant que role player. C'est-à-dire que pivot défense, c'est-à-dire qu'il a un axe principal d'utilisation, enfin deux si on compte l'attaque, mais en attaque, pick and roll, pose d'écran, en défense, dissuasion. Et par contre, comme il joue peu, on va tenter de mettre un rythme d'entraînement très élevé. Rythme très élevé également pour Jalen Horde,
je mets des rythmes, des intensités très élevées pour les jeunes joueurs, pour essayer de les faire progresser plus vite. On avait vu qu'avec Malédon et Pokusevski, ça s'était bien passé l'année précédente, mais c'est à double tranchant. C'est soit il se blesse et là tu perds, soit tu peux vraiment progresser pas mal en fait. Donc voilà, on tente des paris avec certains de nos joueurs. Le petit Kunnert également doit être développé en très élevé puisqu'il ne joue pas pour le moment. Je ne vais pas lui faire démarrer la saison. On l'a vu dans la rotation précédemment. Et donc, ben voilà, on est prêt. On est prêt à se lancer. On va jouer quelques matchs. Le gameplay avec cette équipe, eh ben, c'est imprévisible ça. Hein. On ne sait jamais avant d'avoir joué. On ne sait jamais ce qui va vraiment, ce qu'on va ressentir, comment ça va se passer manette en main. Mais je peux déjà vous dire juste une chose, c'est que à chaque fois que je joue un match avec cette équipe-là, je prends du plaisir. Je prends vraiment du plaisir parce qu'il y a pas mal d'options manette en main. Si je veux jouer du pick and roll, j'ai très souvent sur le terrain 2 voire 3 porteurs de balles compétents. J'ai quelques poseurs d'écran de grande qualité, quelques joueurs pour du pick and pop assez intéressants là aussi. Bon, après le shoot extérieur, on sait que c'est un peu aléatoire, ou plutôt même défavorable aux joueurs à l'heure actuelle, mais je ne désespère pas. Je continue à tenter les shoots que je dois tenter. Par rapport à... Enfin, en gros, si le jeu le demande, on n'hésite pas. On prend les shoots, même si on sait que la réussite est pas forcément celle qu'elle devrait être. Bon, alors par contre, les Lakers, en ce début de match, ils nous font du mal, pour être franc. Ils nous font pas mal de misère. Même si, en contre-attaque, on arrive un peu à exister. Je prends mes marques avec Malédon, hein, parce que la saison d'avant, elle ne comptait presque pas, hein. Mais en l'occurrence, il y a un bon passage là pour Théo. C'est assez sympa. Ici, Schroeder en pull-up. Ça dévisse. Regardez la contre-attaque. La contre-attaque va me faire rêver. Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans le corner? Pam! Qui est-ce qui vient? C'était pas à 3 points, mais le petit shoot comme ça là, à 0 degré pour Malédon en contre-attaque. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai envie de voir. Du basket qui va vite sur les contre-attaques, avec du bon spacing, avec également des gens capables de rentrer les shoots. Quand on est mal pris, on donne la balle à l'ami Gilgeous Alexander. Hop, ici, ça ressort sur Théo. Swish! Voilà. Donc, la bonne fixation de Pokusevski pour ressortir. Voilà, donc il y a vraiment du bonheur assez rapidement. Alors, l'issue de ce match, Lakers, c'est pas évident, hein, mais bon, on s'avoue peut-être pas forcément vaincu, parce que sur les contre-attaques, on peut profiter aussi du côté surathlétique de type comme Bazley par exemple. Justice Winslow nous permettra d'espérer un petit peu jusqu'au moment où, hop, un shoot qui dévisse, un lancer franc de LeBron qui dévisse. Attendez, mais ça veut dire que si on met un 3 points, on a peut-être possibilité d'aller en prolongation alors. Du coup, je vais mettre un 5. Vous voyez, voilà, je vous avais parlé. Pokusevski en 5. Et tu mets autour des shooters en fait. Et ben là, c'est Inch'Allah, comme dirait l'autre. Et qui est-ce qui va nous mettre ce shoot? C'est miraculeux. Hein. C'est Shai Gilgeous-Alexander. Vous allez me dire, miraculeux, pas tant que ça. Hein. Avec tous les shoots qu'on me vole alors qu'ils sont ouverts, je peux bien aussi avoir de la chance de temps en temps. Hein. Donc, non, c'est mérité en fait. C'est mérité et ça va aller en prolongation. Donc, pour une introduction de saison, là, c'est déjà vachement excitant. Tu vas en prolongation contre l'Ogre Lakers. Du coup, titre forme. Voilà, je vais faire rentrer Dort parce que j'ai besoin de ses qualités défensives. On va carrément pousser Winslow en 4 et vraiment mettre un 5 de chien autour de Pokusevski qui peut stretcher et profiter parfois des largesses défensives de Gasol ou de notre ami Harrell, si c'est Harrell sur le terrain. Regardez, démonstration. C'est pas grave, elle n'est pas rentrée. Mais par contre, le projet de jeu, lui, on a bien compris. Il n'y a pas de souci.
n'y a pas de souci. Alors en contre-attaque, ben voilà, on a encaissé, c'est pas grave. Pas grave. Moi, du moment qu'on a des shoots propres, des situations de jeu qui sont correctes, bah honnêtement, yes, voilà, on est rétribué en plus par ce très très joli 3 points là en légère sortie d'écran de Shai Gilgeous-Alexander qui fait un carton déjà, hein, Gilgeous-Alexander. Dunn fait du bon boulot sur son vis-à-vis. Ouh là 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 là, c'est chaud tout ce qu'il nous fait Schroeder là. Il est chaud le Schroeder. Mais c'est pas grave, on ne s'affole pas. On ne s'affole surtout pas, on remonte la balle. Pick and pop demandé s'il vous plaît. Eh ben non, finalement, on va peut-être pouvoir y aller tout seul, voilà. C'est ça l'avantage, c'est quand t'as un mec qui représente une menace extérieure, il pose son écran et s'écarte derrière la ligne à 3 points. Ben, la pénétration est plus facile pour le porteur de balle. Hein. Alors ici, évidemment, Dort, il a toutes les peines du monde à contenir LeBron James, mais c'est normal. Qui est capable? Il y a peut-être 2-3 mecs au monde qui sont capables d'emmerder LeBron James en défense. Allez, Pokusevski. Ah là là, ça a dévissé là aussi, mais c'est pas grave. Dans le sens du jeu, franchement, ça allait. Encore une fois, j'aime bien l'idée d'avoir une équipe avec laquelle je me crée des shoots et des situations de jeu qui sont satisfaisants. Oh là là, la perte de balle. Alors ça, par contre, ça doit pas arriver. Hein. Kuzma, Harrell, LeBron James, qui va être défendu, non? Ça ressort pour Kuzma. Ouf! Rebond sécurisé. Contre-attaque. Oui, contre-attaque. Et Dort qui vient comme ça claquer le ballon magnifiquement sur le alley-oop. Donc, on existe en défense. Donc cette version ultra défensive là du Thunder en small ball ultra défensif, elle est sympa. Elle est sympa. C'est amusant aussi de pouvoir comme ça jouer avec plusieurs options. Ouais, non, LeBron James, tu laisses tomber. Il est inarrêtable. Il faut plus se concentrer sur le côté offensif des choses. Alors allons-y, puisque c'est ça, 35 secondes à jouer. L'écran, hop là. Eh ben oui, hein, parce que Gilgeous-Alexander a tout à fait la capacité d'aller scorer comme ça. Il est très 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 fort en pénétration, aussi en pull-up, mais je l'utilise un peu moins en pull-up. Encore une faute sur LeBron, mais en même temps, Dort fait du très bon boulot déjà. Il a réussi à embêter LeBron James sur... En plus, regardez, la faute, elle est pas évidente. Il a bien tapé la balle, il a pas touché les mains. Mais bon, bref, on va pas contester. Donc, magnifique prestation de Dort, malgré tout. Je ne l'accablerai pas. Il fait tout ce qu'il peut. Et déjà, il nous aide bien sur LeBron James avec sa mobilité et ses mains actives. Allez, on a 12 secondes, 11, 10, 9, 8. On va appeler un écran, mais dans le bon tempo. C'est Azubuike qui est sur le terrain. Et qu'est-ce qui va se passer? Pam! Voilà. À 1 seconde de la fin. Plus de temps mort pour les Lakers. Le shoot désespéré de LeBron James pour une victoire arrachée par ce Thunder New Generation. Cette version totalement fantasmée, mais en tout cas qui me plaît bien. Je sais, vous me direz si c'est votre cas également. On a tourné à un pourcentage assez calamiteux. On est à 23% à 3 points, mais pas grave parce qu'il y a 2-3 shoots super importants qui sont rentrés au bon moment. Notamment par l'intermédiaire de Gilgeous-Alexander et un autre de Malédon. Donc tout va bien, j'ai envie de dire. Des débuts très prometteurs. Surtout pour dire que les Lakers, c'est quand même très 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 fort. LeBron James n'a pas été forcément en grosse réussite. Anthony Davis a été fort, mais on s'en est tiré. Face à ces méga stars, moi j'ai toujours un truc, c'est que je laisse les grosses stars faire le business et je veux limiter les autres. Voilà. Là j'ai simulé Toronto parce qu'il ne s'agit pas du tout de spoiler le prochain épisode Toronto que je vais vous proposer. Donc on l'a spoilé, il a été simulé. On est allé perdre à Toronto en simulation et on s'intéresse maintenant à un match du côté des Hornets. Alors les Hornets, c'est eux qui ont drafté BG Boston. Ils ont toujours Gordon Hayward, ils ont la Melo Ball. Donc
assez intéressant. PG Washington, quand même un joueur en lequel on peut un peu croire, quoi. Hein. Je décide de mettre SGA sur la Melo Ball et on va demander à Dort, quand il sera sur le terrain, d'essayer de limiter Gordon Hayward. Donc voilà le plan défensif, notamment éviter de trop switcher à certains postes également, mais ça je m'en occuperai manette en main. Et on va essayer de dérouler notre jeu assez calmement. Hop, hop, hop. C'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre. Allez. Washington, contré par Pokusevski. Malheureusement, c'est repris derrière par BG Boston. C'est marrant, mais du coup, à Charlotte, ils ont un joueur qui s'appelle Washington et un autre qui s'appelle Boston. Avouez quand même qu'il fallait l'inventer, hein, l'histoire. Donc voilà, tiens, au passage, très très belle action positive de Azubuike. Moi, il me plaît, hein, ce jeune. Hein. Moi, il n'y a pas de problème, hein, je garde tous les jours ce type-là. Hein. Certes, il est monodimensionnel, mais on s'en fout. Le boulot qu'il fait, il le fait bien. Et derrière, il y en a un autre qui fait bien son boulot, c'est l'ami Gilgeous-Alexander. On a une défense très correcte sur Gordon Hayward. Attention, voilà. Par contre, les séquences de pick and roll, mal défendues de ma part à de nombreux moments. Donc il va falloir faire des petits choix plus astucieux. Dwight Howard, pardon, est vraiment présent. Sa dimension athlétique nous apporte par moments, ainsi que sa dissuasion et ses qualités de rebondeur. Le shoot pour Bazley, voilà, en pick and pop lui aussi. Ouais, je suis content parce qu'en fait, j'ai au poste 4 deux joueurs. Ah, dommage. Dommage, voilà. J'ai deux joueurs au poste 4 qui peuvent vraiment très bien faire en pick and pop. Et en pick and roll aussi. Mais donc ça m'offre une option de jeu supplémentaire pour mes porteurs de balles. Et donc c'est ça qui participe à ce que le jeu soit amusant et facile avec ces joueurs-là. Tiens, ça veut toujours pas rentrer pour Pokusevski, mais ça va venir, on s'inquiète pas. Attention, parce que là, c'est la résistance ultime pour Charlotte, qui recolle au score ici. Faute sur Gordon Hayward, et pam, il rate le lancer, il dit, qu'est-ce qui va bien se passer? Alors ça, c'est les petits, hop là, les petits sous le cercle, je l'avais dit, ça rentre presque toujours. Bah là, c'était pas rentré. Donc là, on est vraiment embêté sur ce passage-là de match. Charlotte nous accroche. Heureusement, on a quelques bonnes défenses, là aussi, qui empêchent Charlotte de revenir. Mais c'est pas évident. C'est pas évident, ils ont un peu de maladresse. Bref, cette fin de match, elle va s'arracher en quatrième quart-temps, mais un peu au forceps. Et il faudra quelques bons stops défensifs, plus les lancers francs de Dunn et compagnie pour nous solidifier tout ça. Mauvaise réussite à 3 points ici dans ce match. Moins de situations favorables créées, mais on s'en est remis beaucoup à Gilgeous-Alexander, hein, qui était encore une fois en mode laisse tomber baby, je m'occupe de tout. Donc voilà, jolie répartition du scoring au passage pour Charlotte. Et donc Gilgeous-Alexander, voilà, qui fait le boulot. Un bon Azubuike sur les pick and roll, parce qu'il faut dire qu'en face Zeller, c'était quand même pas aussi costaud. Surtout, souvent, ils jouent en small ball par séquence. Ils mettent PJ Washington en 5, donc pourquoi pas. Mais moi, je prends tous les jours, il n'y a pas de problème. Avec mes beaux bébés, là, on en fait du petit bois. Réception ensuite de Washington. Donc, équipe intéressante, Washington. Hein, quand, vous voyez, leur début de saison, il est calamiteux. Et en même temps, on a l'impression que cette équipe pourrait faire de belles choses. C'est étonnant, hein. Donc, j'aime bien regarder aussi. Je vais mettre SGA sur Westbrook. Et on va demander à Winslow d'essayer de mettre le max de pression défensive sur Bradley Beal. Voilà. Tout en laissant Malédon flotter un peu et pouvoir être moins impliqué défensivement. On attend de lui, par contre, une belle production offensive. Ça dévisse toujours pour Poku, mais c'est pas grave. Vous savez, au moment où ça va rentrer, je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui va se passer pour la licorne version 2.0 Pokusevski. Très jolie action ici
Bah, je sais plus qui. En tout cas, défensivement, le travail paye. On est un peu embêté. Regardez, hop, dans le corner, qui est-ce qui s'est mis? Théo Malédon. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette action, presque. Donc, intéressant le déplacement intelligent de Malédon en contre-attaque. Ça va se poser dans le corner. Et ça va comme ça aussi nous régaler dès lors que Dwight Howard ou Azubuike sont sur le terrain. Et l'anticipation défensive de Pokusevski pour la contre-attaque and the foul pour Théo Malédon. Vous l'avez compris, Théo est dans un grand soir et peu de choses lui résistent. Déjà, avec une carrière aussi courte en NBA, vous avez vu dans réalité le talent de Malédon qu'on a déjà pu apercevoir dans les matchs du Thunder. Comme ce type s'annonce super sympa, honnêtement. Et ben là, je suis bien content parce que on en a aussi un aperçu en ce début de saison. Et là, pour qui dans le corner? Cette fois-ci, Gilgeous Alexander. Voilà, ça commence à rentrer les shoots. Et ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir. Alors, des fois, j'en prends un peu trop contesté. Mais allez, Russell Westbrook en contre-attaque. Oh là là, oh le mutant. Oh le mutant, il nous met des actions par moments qui sont juste invraisemblables. Allez, pick and pop, ça c'est pour toi mon coco. Alors Ford qui dévisse. Dommage, bah oui parce que on l'a pas mentionné, mais alors Ford, il est capable lui aussi. Hein. Sauf que toujours la sanction Touquet, hein, tu mets pas ton 3 points et tu te prends quelque chose dans la bouche en contre-attaque. Donc faut faire bien gaffe. Contestation, sécurisation du rebond, remontée du ballon. Et finition pour Malédon. Voilà, donc tout ça marche très très bien, du grand Théo. Pour le moment, tout va pour le mieux. Ici, c'est là encore Dwight Howard qui fait le boulot, qui vient dunker sur la tronche de Thomas Bryant. On a remporté ce match. Un peu une orgie offensive, hein. On va pas se cacher. C'est un peu la marque de fabrique des Wizards depuis le début de saison. C'est que ça défend pas des masses, et ça peut être très très prolifique en attaque. Bah tiens, on n'a pas échappé à cette petite règle sur ce coup-là. Carton absolu de Gilgeous Alexander, triple double pour Winslow et Malédon. Eh ben écoutez, que demande le peuple? Il faut continuer comme ça, mais vraiment le mot là, c'est le mot plaisir. Le mot plaisir avant d'aller chercher les Celtics pour le dernier match que je proposerai dans cet épisode-là. Les dangers du Celtics sont évidemment Tatum, Brown, Kemba, avec un secteur intérieur, vous allez voir juste après, qui est quand même intéressant. Donc il y a quand même des choses qui peuvent nous mettre en danger. Déjà, comment tu défends sur Jason Tatum? On voit qu'ils ont un bon bilan, hein, ils démarrent bien l'année. Comment tu te défends sur l'indéfendable? Jaylen Brown, on sait qu'il est capable de faire des miracles. Kemba, mais il y a quand même une bonne ambiance, hein, regardez, hein, dans l'équipe avant d'aller défier les Celtics. Ensuite, dedans, ils ont été plutôt vers Robert Williams maintenant plutôt que Daniel Theis. On est en deuxième année, donc ça peut s'expliquer. Hein. Robert Williams fait de bonnes minutes, hein. Il est intéressant ce joueur. Et Tristan Thompson en 4. Je trouve que c'est une belle surprise de l'intersaison du côté des Celtics. Ça me plaît beaucoup, moi, de voir actuellement démarrer les matchs avec Thompson en 4 et Theis en 5. Alors là, bon, donc maintenant c'est Rob Williams, mais c'est vraiment intéressant parce que je me suis jamais caché. J'ai toujours dit, hein, pour le coup, on peut pas m'accuser d'avoir changé d'avis. Je n'ai jamais été réellement fan de Tatum en 4. On sait que par séquence c'est encore le cas, hein, mais je trouve Tatum tellement plus fort en 3. Il est tellement inarrêtable, il est tellement phénoménal. Bon, bref, à voir. Ce qui est clair, c'est que on cherche par tous les moyens de se créer du shoot extérieur pour essayer de tester notre adresse. Donc là, c'était Winslow qui avait joliment profité d'un travail d'Alorford. Et puis là, c'est Chris Dunn qui offre la contre-attaque à Shai Gilgeous Alexander pour un début de match assez équilibré, mais dans lequel on est loin d'être ridicule. Le rebond est souvent sécurisé par Mobley, par
Azubuike par Dwight Howard. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot qui est bien fait par nos intérieurs. Le pick and pop ne tourne pas toujours en faveur. J'ai découvert un truc en fait dans ce match-là. Et honnêtement, peut-être c'était le déblocage que j'attendais depuis un certain temps. Je vais vous le dire quel est pour moi ce déblocage. Alors, Trey Lyles a été signé pour finalement c'est Grant Williams, le grand perdant. Hein. Si Trey Lyles a été signé, ça veut bien dire que Grant Williams passe en option numéro 3 au poste 4, ce qui n'est pas forcément une bonne surprise pour lui. On est pas mal. Défensivement, on tient toujours la baraque. Et après, alors ça c'est vraiment une action sur laquelle beaucoup de choses se jouent. Parce qu'après une première opportunité de Kemba à 3 points, il y a un bon rebond offensif qui est pris pour les Celtics. Derrière, par contre, le shoot est complètement casse-croûte parce que l'horloge des 24 allait retentir. Voilà, la balle à Bazley qui ouvre comme ça sur Dunn auquel trop de liberté avait été donnée. Donc voilà, on a de jolies opportunités. Shai Gilgeous-Alexander qui ne rentre pas son shoot. Derrière, c'est la contre-attaque. Et oui, quand je parle du talent de Brown, il est capable de nous sortir des maléfices assez prodigieux. Et tant mieux. Tant mieux, ça fait une très jolie opposition. Et parfois de vrais miracles proposés par le bonhomme. Ici, c'est une action que j'aime bien. C'est la feinte de pick and pop avec finalement retour vers le porteur de balle initial qui n'était pas forcément bien défendu. Mais en tout cas, à Horford en version passeur. Mais quand même, en cette fin de troisième quart, on est en train de se faire reprendre. Et là, ça revient à 2 points. Ça faisait un certain temps qu'on avait 3, 4, 5 points d'avance. Là, 2 points. Allez, ça nécessite de faire appel à notre futur tueur. J'ai nommé Pokusevski. Plam, 3 points qui font du bien pour prendre plus 5 à l'issue du quart-temps. Là encore, très jolie opportunité. Alors, je vais vous dire ce que je crois, c'est que pour que le shoot à 3 points rentre un petit peu plus souvent, il faut se créer un shoot vraiment ouvert afin de pouvoir prendre un tout petit peu de temps avant de le déclencher. Il y aura un autre exemple juste après. Alors, pas ici. Voilà, là, on se reprend. Action décisive. Hein. Là, c'est le match qui joue. Voilà, ici, on va appeler le pick and pop pour Bazley. Non. Bon, bah, alors, dans ce cas-là, on va aller ferrailler dedans. On ressort la balle parce qu'on a du rebond. Mais derrière, hop là, on a réussi à de nouveau piquer la gonfle. Et donc là, on va reconstruire. Allez, on rappelle un pic. Il faut rappeler un pic là. Bien, Bazley, tu viens poser ton écran et tu vas t'écarter ensuite. Voilà, ici, très bien. Vous voyez, le petit temps avant de déclencher le shoot. Moi, je pense que j'ai très longtemps déclenché le shoot beaucoup trop tôt. Et qu'il y a intérêt à attendre... c'est une fraction de seconde, hein. Mais en fait, c'est un petit peu comme dans le vrai basket, en gros, quoi. C'est-à-dire que catch and shoot, d'accord, ok, pas de problème. Mais il y a quand même un petit moment où le shooter... il faut pas le faire déclencher trop rapidement son shoot, sinon c'est prématuré. Et on risque pas de les rentrer. Donc, j'ai l'illusion de penser... Voilà, 30% à 3 points, ça me suffit, en fait, pour gagner ce type de match-là. Hein. J'ai l'illusion de penser que quelque chose s'est débloqué. Donc, à vérifier avec les autres franchises. On verra avec les Suns, on verra avec les Raptors si mon impression est bonne ou si c'est complètement erroné. Toujours est-il que ce match, c'est l'avènement de Pokusevski avec un career high à 45 points, avec de beaux shoots bien rentrés, des possibilités extérieures sans cesse exploité, même avec Bazley, même avec Winslow, avec Dunn, bref. Intéressant, j'ai bien aimé ce match-là. Gardons, avant de se quitter, un petit point par minute jouée. Voilà, 34, 32, 27, 26, 22. Il y a un temps de jeu qui est assez réparti dans notre équipe, là.
Gilgeous Alexander est à une moyenne de points qui ne tardera quand même pas à se calmer, mais pour le moment c'est assez prodigieux. Euh, les 5 qui sont le plus souvent titulaires, qui ont le plus de minutes, excusez-moi, ont des stats qui sont corrects. Avec le plus-minus, toujours intéressant à regarder, de marrant que Dunn, il est négatif, c'est un des seuls. Et parmi ceux qui jouent moins, il y a également Jonathan Kuminga qui est en négatif, alors que par exemple nos intérieurs, que ce soit Howard ou Azubuike, ont de très bons plus-minus, ce qui n'est pas le cas d'Orford, par exemple. Voilà. Donc, à suivre. Je vous dis à bientôt et vive le Thunder.